Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Est-ce que vous attendez une forte mobilisation aujourd'hui des policiers? Mobilisation importante. Ce que je sais, c'est que les mobilisations n'empêcheront pas les policiers d'être partout présents sur leur travail, puisqu'ils ont ce sens-là. Et en même temps, il y a une colère que je comprends, une colère que j'entends. Et que vous comprenez. Bien sûr. Parce que, effectivement, je le disais, mouvement jamais vu depuis 20 ans, une marche de la colère, c'est assez inédit de la part des policiers. Ils parlent de l'existence d'un malaise profond dans l'institution. C'est une profession qui se sent déconsidérée. Quand on est à votre place, comment on répond à cette déconsidération qu'elle ressent? D'abord en les écoutant, en travaillant avec eux, en les rencontrant très régulièrement sur le terrain, mais aussi les organisations syndicales. Ensuite, en leur donnant des moyens. Le budget de la police nationale aura augmenté depuis que nous sommes en responsabilité de plus de 1 milliard d'euros. Ça n'est pas rien. Dans le budget que je vais présenter dans quelques jours, il augmente de 5,3%. On a fait le choix à la fois du recrutement, et je voudrais corriger la grosse erreur qu'a fait le journaliste dans le reportage précédent. Je vous le dis, il y aura 1398 équivalents temps plein supplémentaires dans la police l'année prochaine. Il fait référence à une enquête de Libération qui explique effectivement que l'an prochain, il y aura des postes en moins, pour faire clair, sur le terrain. La réponse est non. Et donc, plutôt que de faire référence à cette enquête, il aurait pu regarder les indications qu'ont données les responsables du budget du ministère de l'Intérieur et qui ont corrigé cette erreur d'analyse. C'est la différence entre ce qu'on appelle le plafond d'emploi et le schéma d'emploi. Le plafond d'emploi fait tous les chiffres du ministère, c'est plus de 250 000 personnes. Je vous donne le chiffre précis, 1398 équivalents temps plein. Équivalent temps plein, pardon, mais ça veut dire des postes concrets dans les commissariats? Équivalent temps plein, c'est que vous avez justement une personne physique qui sera sur le terrain, qui passera par l'école de formation et qui sera sur le terrain. Nous avons changé la formation pour qu'il soit plus opérationnel et plus rapide sur le terrain. Et nous nous sommes engagés à recruter 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires dans le mandat. Et nous le ferons. Le budget annuel, vous l'avez dit, augmente un peu moins de 100 millions pour payer les primes et une partie du stock des heures supplémentaires. Non, il augmente de beaucoup plus que cela. Il augmente de 5,4% le budget de la police, dont une grosse partie pour l'amélioration du pouvoir d'achat des policiers. Parce que j'ai conscience aussi de ces difficultés-là. Et c'était une revendication. Mais il y a une autre revendication, c'est les investissements, la question des matériels. Les policiers affirment qu'ils doivent, par exemple, et vous le savez sans doute, aller acheter leur propre matériel, les protections, les coudières, les genouillères. C'est très concret et c'est leur quotidien et leur gilet tactique. Est-ce que le répondez-vous? Est-ce que ça va changer? D'abord, ça peut arriver, mais c'est l'exception. Mais l'exception n'est pas normale, il faut changer cela. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, que nous mobiliserons l'année prochaine 300 millions d'euros dans un plan d'investissement pour l'immobilier. Parce que quelquefois, les conditions de travail ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils exigent et de ce que j'attends, moi, de leurs conditions de travail. Ouais. Ce sont 4 000 voitures supplémentaires qui seront achetées l'année prochaine, 5 600 cette année. Mais vous savez, on ne rattrape pas des années de désengagement de l'État aux côtés de sa police d'un coup de baguette magique. Prenez l'exemple des heures supplémentaires. Il y a une dette de plusieurs années qui remonte à la suppression de 13 000 postes dans la police et la gendarmerie du temps où Nicolas Sarkozy était en responsabilité. Vous voyez, ce n'est pas hier. Ça a généré des heures supplémentaires. Je suis le Premier ministre qui a pris l'engagement de traiter ce sujet pour, 1, payer les heures supplémentaires que nous devons, 2, payer celles qui auront lieu l'année prochaine en 2020, et 26 millions d'euros sont prévus pour cela, et 3, faire en sorte que le stock ne se reconstitue pas. En vous écoutant, je me dis que vous avez déjà l'impression d'avoir répondu à la colère qui va s'exprimer aujourd'hui. Mais parce que je travaille avec eux. Et les représentants syndicaux, quasiment tous les jours. J'étais à Biarritz. Ça veut dire qu'elle serait illégitime, cette colère, si vous expliquez ça? Vous avez entendu le début de mon propos. J'ai dit que mais vous dites, en gros, je travaille avec eux, donc j'ai déjà annoncé des efforts budgétaires et toutes les revendications qui sont exprimées, on va parler dans un instant des retraites, il y en a d'autres de revendications. Il y a celle des agressions permanentes dont il fait l'objet. Il y a celle de ces « suicidez-vous » qu'ils ont entendu dans la rue et qui sont insupportables. 52 suicides depuis le début de l'année. Il y a celle de ces mises en cause assez permanentes par certains professionnels qui, contrairement aux Français, ne soutiennent pas la police et font jeu politique de les critiquer sans cesse. C'est aussi cela. Et ça veut dire que s'ils se sont déconsidérés, ce n'est pas par le ministre, c'est par les Français? Mais je ne suis pas en train d'esquiver. Ce que je peux vous dire, c'est que j'étais vendredi soir à Biarritz, au congrès de la principale organisation syndicale, et que l'ambiance était plutôt très chaleureuse. Mais ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que, par exemple, oui, c'est moi qui l'aborde et vous ne l'avez pas abordé, la question des suicides, qui est insupportable. 52 suicides, je le disais depuis le début de l'année. C'est un drame que l'on connaît, 13 suicides chez les gendarmes. Je peux vous dire que c'est un des sujets dont je me suis préoccupé dès ma prise de fonction. Et on a mis en place un plan d'action global sur ce sujet-là. Le reportage tout à l'heure parlait des conditions de travail et les week-ends. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, vous avez des policiers
qui ont un week-end toutes les 6 semaines de disponible pour s'occuper de leur famille. Ça, vous leur dites, je vais m'en occuper? Mais non seulement je leur dis ça, mais on a commencé à s'en occuper. Et avec les organisations syndicales qui ont voté à l'unanimité, nous avons mis en place depuis 15 jours une expérimentation sur le temps de travail pour qu'ils aient un week-end de 3 jours tous les 15 jours et un mercredi sur 2. Sur les retraites, ça fait partie des revendications, on va l'entendre sans doute aujourd'hui. Ils demandent des garanties de Matignon sur ce sujet-là. En gros, ils vous disent, est-ce que vous pouvez dire clairement ce matin que vous avez obtenu les garanties de Matignon et de l'Élysée sur le fait qu'il n'y aura pas de modification de leur régime particulier sur les retraites? Mais il y aura une modification de leur régime comme pour tous les Français. Mais il y aura la prise en compte de la dangerosité du métier de policier. Et le 18 octobre, j'ai organisé une rencontre avec Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire en charge des retraites, pour que nous puissions travailler ensemble pour reconnaître ces spécificités. Il pourrait y avoir deux statuts, ceux qui sont sur le terrain et ceux qui ne le sont pas? Il faut faire la différence entre ceux qui sont dans un métier dangereux et l'ensemble des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui ne sont pas forcément confrontés aux mêmes réalités. C'est normal qu'on fasse cette situation-là. La dangerosité du métier, elle est liée au fait de devoir porter une arme. Elle est liée au fait, par exemple, quand vous êtes policier, de dire à votre enfant « ne dis pas le métier que je fais ». C'est aussi ça dont il faut s'occuper. Et c'est pour ça que je défends la police et qu'on me le reproche souvent. Quelle suite vous donnerez à ce mouvement? D'abord, je dialogue constamment avec les organisations syndicales et puis nous allons ouvrir le 14 octobre le livre blanc de la sécurité intérieure dans lequel, évidemment, les policiers ont toute leur place, à la fois pour nous aider à élaborer ces grandes orientations de sécurité, mais aussi parce que ces grandes orientations de sécurité les concernent. Rouen. La liste des produits toxiques a été publiée cette nuit. Pourquoi le gouvernement a tardé à communiquer cette liste? Vous l'aviez quand, vous, la liste? Le Premier ministre ne l'avait pas hier matin, sinon il l'aurait communiqué. Il a demandé au préfet de le faire. Il faut un peu de temps. Vous avez vu le volume que ça représente. Il fallait contrôler l'entreprise en détail. Mais depuis le début, il y a cet engagement de transparence sur la totalité des études scientifiques, des informations scientifiques, des informations sanitaires. Et non seulement c'est ce qui a été fait, mais nous maintiendrons cela. Le Premier ministre a demandé au préfet de faire un point quotidien. Parce qu'il nous faut sur ce sujet rassurer. Moi, je comprends l'angoisse des habitants de Rouen. J'étais sur place. J'étais le premier à évoquer ce panache de fumée qui faisait 22 km de long et 6 de large. C'est moi qui ai donné ces indications. Et donc oui, il y a une angoisse, il nous faut y répondre. Il nous faut y répondre par la transparence. Il y a eu des erreurs de communication de la part du gouvernement depuis le début ou pas? Vous auriez pu faire mieux? Mais sûrement, vu qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui doutent de notre parole, mais qui globalement doutent de la parole des institutions, y compris de la parole des médias, etc. Mais il nous faut les rassurer. Ça veut dire tout mettre sur la table, ne rien cacher et obliger l'entreprise aussi à une totale transparence. Justement, tout mettre sur la table. L'enquête est en cours sur les causes de l'incendie. C'est normal que 6 jours après, on ne connaisse pas les causes de l'incendie. L'entreprise explique que le feu aurait pris à l'extérieur du site. Est-ce que c'est une hypothèse crédible? Et est-ce que vous excluez totalement une hypothèse criminelle, la piste criminelle? Moi, je n'exclus rien parce qu'on est là dans le cadre d'une enquête judiciaire. Et oui, c'est normal qu'une enquête judiciaire ne se fasse pas d'un claquement de doigts et que le procureur qui soit en responsabilité prenne quelques jours pour affirmer les vérités. Je pense qu'il faut aussi arrêter de courir derrière l'information parce que quand on court, des fois, on dit de grosses bêtises. Là, il y a une enquête judiciaire, c'est une évidence. On s'interroge. J'étais sur place dès jeudi matin et comme j'ai constaté que le feu est parti de la limite extérieure, j'ai posé la question. On n'a pas pu me répondre. Et c'est normal, il y a une enquête et tout devra être dit. Deux questions très rapides. Pourquoi la sirène a sonné si tard? Parce que les services de sécurité et de secours, à ce moment-là, ont considéré que faire sonner la sirène à 3 heures, alors qu'il n'y avait pas d'évacuation nécessaire de la ville de Rouen, aurait été un contresens. Par contre, le périmètre de 500 mètres à proximité de l'incendie a été très vite évacué. Et pourquoi les pompiers et les policiers sont intervenus sans équipement spécialisé? Certains ont ressenti des vomissements, des malaises. Alors, très vite, les pompiers ont donné du matériel. Il y a eu du matériel spécifique pour les policiers qui étaient primo-intervenants sur le site et les policiers qui étaient dans Rouen, très vite, avaient des masques de premier niveau de sécurité confiés par les pompiers. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 242 policiers de la direction départementale qui ont été mobilisés sur site, que tous sont en contact avec un médecin et qu'il n'y a eu aucun arrêt maladie. Merci beaucoup, Christophe Castaner. Merci C'est à vous, Laurent.